Oyez, on va parler du sanglier. Remontez les manches parce que c'est quand même un dossier. Le sanglier, vous croyez le connaître, hein? Vous l'imaginez massif, sombre et furtif, comme une petite libellule. Une bête des bois, un animal de chasse, mais aussi de dégâts. Un animal qu'on voit pas souvent, mais dont on parle beaucoup. Pourtant, dès qu'on regarde de plus près, ça se complique franchement, hein. Parce que le sanglier, c'est pas juste un grand mammifère forestier européen, c'est un omnivore fouisseur d'une efficacité redoutable. Un animal ancien de nos paysages, mais aussi l'un de ceux qui réussissent le mieux sur la planète. Et cette réussite pose aujourd'hui quelques problèmes, vous avez sans doute remarqué. Car partout, presque dans son aire native, comme dans de nombreuses régions où il a été introduit, Sus scrofa, c'est son petit nom, est devenu un animal de débordement. Dégâts agricoles, collisions, enjeux sanitaires, perturbations écologiques, difficultés de gestion, les problèmes liés au sanglier dessinent une problématique mondiale. Alors pour comprendre qui est le sanglier aujourd'hui, il faut donc repartir de l'espèce elle-même. Regarder son corps, sa manière de vivre, les paysages qui le favorisent. Et comprendre comment un animal si ancien est devenu presque partout un animal qui impose sa présence comme aucun autre avant lui. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Pour remonter vers le sanglier, il faut d'abord changer d'échelle. Au départ, on trouve les premiers artiodactyles comme Diacodexis, dont on avait parlé dans la vidéo sur le chevreuil, en description tout ça. Un petit mammifère du début de l'Éocène, considéré comme le plus ancien représentant connu du groupe. Plus tard, avec des formes comme Odoicerus, on entre déjà dans la branche des suiformes, celle qui mènera vers les suidés. Puis, avec Paléocherus, on voit apparaître les premiers vrais suidés. Alors, je fais vite, mais avant le sanglier, il y avait d'abord un artiodactyle, puis un suiforme, puis enfin un suidé. Oui, j'ai fait court sur cette partie parce que la suite est quand même bien dense. Bon là, il fallait se faire un peu plaisir, parce que le genre suidé accouche parfois de formes vraiment cheloues. Il y a d'abord les formes africaines, le phacochère, avec sa tête démesurée, ses excroissances faciales, ses défenses recourbées et sa manière de vivre dans des milieux plus ouverts. Il y a aussi le potamochère, plus forestier, plus vif, plus coloré dans son allure. L'hylochère ensuite, le sanglier sous stéroïdes, encore plus massif, plus sombre, presque archaïque. Et puis il y a les babirusa d'Indonésie. Chez eux, les canines supérieures percent vers le haut et se recourbent au-dessus du museau, donnant à l'animal une apparence presque mythologique. On peut ajouter les sangliers barbus d'Asie du Sud-Est, plus fins, plus allongés et associés aux grandes forêts tropicales. On dirait Tata Rachel au réveil. Ou encore le minuscule porc pygmée. La famille peut varier fortement en taille, en silhouette et en écologie. Le sanglier européen n'est donc pas la norme universelle du groupe, il est simplement la version qui nous est familière. Et il faut au passage éviter une confusion qu'on entend souvent. Les pécaris d'Amérique ressemblent aux suidés, mais ils appartiennent à une autre famille, les taillasuidés. Ce sont des proches dans l'ensemble des suiformes, mais pas des cousins directs comme ceux qu'on vient de voir. Imaginez un animal qui a conquis la planète. Sus scrofa, notre sanglier. Il n'est pas seulement l'ancêtre sauvage du porc domestique. C'est un survivant absolu, un omnivore ultra plastique, présent naturellement sur une aire vaste, allant de l'Europe occidentale à l'Asie du Sud-Est en passant par l'Afrique du Nord. Et puis, il a été introduit sur tous les continents. Le sanglier supporte des conditions que peu de mammifères de cette taille tolèrent. Des forêts boréales de Sibérie, des mangroves tropicales, les steppes arides d'Asie centrale et les bocages normands. Même les marges des mégalopoles et des sommets montagnards à plus de 2000 mètres d'altitude. Il peut survivre en mangeant des glands, des vers de terre, des charognes, des cultures, des oisillons, même des œufs. Son régime alimentaire couvre plusieurs centaines d'espèces végétales et animales recensées, ce qui en fait techniquement l'un des omnivores terrestres les plus généralistes qui existent. Rien ne lui résiste vraiment. Cette plasticité se lit d'abord dans son corps. Le sanglier est une espèce hautement variable. Selon la latitude, la richesse du milieu et l'histoire des populations locales, sa taille varie du modeste au colossal. Dans les régions les plus favorables, les grands mâles dépassent largement les 200 kg. Les femelles, quant à elles, restent plus légères, même si on a tous croisé des grosses bonbonnes bien grasses. Le dimorphisme sexuel est marqué. Les mâles arborent une tête massive, un crâne renforcé comme une armure et des défenses qu'on appelle graies qui peuvent devenir des armes redoutables. C'est aussi un animal remarquablement intelligent.
Les études sur les suidés domestiques, dont le sanglier partage les capacités cognitives de base, montrent des aptitudes solides en mémoire spatiale, en résolution de problèmes et en reconnaissance individuelle. Des performances qui se comparent favorablement à celles d'autres mammifères réputés intelligents comme les chiens ou les dauphins. Il reconnaît les individus, humains compris, et s'adapte en temps réel à la présence de l'homme. Timide de nature, il devient nocturne, là où la pression humaine augmente, se déplace à vive allure sur de courtes distances malgré son poids, nage comme un champion et fouille le sol avec une puissance incroyable. Ce labourage naturel, appelé bioturbation, aère la terre, disperse les graines et crée des micro-habitats qui profitent à des dizaines d'autres espèces. Le sanglier est un véritable ingénieur des écosystèmes. Quand il n'est pas en surpopulation, on va y revenir. Un détail génétique fascinant révèle à quel point il reste proche de son cousin domestique. Les sangliers européens possèdent 36 chromosomes. À cause d'une fusion chromosomique survenue au cours de l'évolution, c'est à cause de fusions robertsoniennes entre deux paires de chromosomes acrocentriques, je rentre pas dans les détails. Tandis que les porcs domestiques en ont 38. Les hybrides, eux, en affichent 37. Avouez que c'est quand même dingue. Je sais pas si je m'enjaille tout seul. Alors cette frontière biologique existe, mais elle est poreuse. Sangliers et porcs domestiques restent parfaitement interfertiles et leurs lignées se mélangent encore aujourd'hui, surtout dans les populations où les échappés de ferme rejoignent les compagnies sauvages. Entre le sanglier et le porc domestique, l'histoire évolutive n'est pas terminée, elle continue de s'entremêler, là aussi on va y revenir. En Europe, le sanglier moderne est présent depuis des centaines de milliers d'années. Pourtant, ce qui nous sidère aujourd'hui, c'est sa capacité à prospérer dans le monde contemporain, dans notre monde. Grâce à des hivers plus doux dus au changement climatique, à l'expansion des forêts, à l'abondance de cultures irriguées et à la quasi-absence de prédateurs naturels, ces populations explosent. En Europe, on les estime entre 13 et 20 millions d'individus selon les années, avec des densités records dans le corridor méditerranéen. Ils colonisent les périphéries urbaines, défoncent les jardins, traversent les routes et ravagent les cultures. Ce n'est plus seulement un animal des profondeurs sylvestres, les copains. C'est une force de la nature, ancienne et suradaptée à notre époque. Opportuniste et rusé, il prospère sur les reliefs de notre mode de vie. On ne voit presque jamais le sanglier lui-même. Il n'y a guère que pour les chasseurs pour qui il est une figure familière. Pour les habitants des villes où il a pris ses aises, aussi, évidemment. Ce qu'on voit d'abord, c'est ce qu'il a fait à la terre. Une prairie soulevée, une lisière de forêt retournée sur des dizaines de mètres. Une bauge, cette cuvette boueuse creusée dans une zone humide, tapissée de poils et d'une odeur musquée qui ressemble à mon tiroir à chaussettes. Un tronc noirci de boue séchée, rayé et luisant, une coulée étroite et tassée qui serpente à travers les ronces, comme un sentier secret piétiné par des centaines de pattes. Une draille, comme on dit chez moi. Tiens, dites-moi en commentaire comment on l'appelle dans votre région, le passage du sanglier. Avant même d'apercevoir sa silhouette sombre, on lit déjà sa présence partout. Le sanglier n'avance pas en silence. Il écrit son passage sur le sol, dans la végétation et sur l'écorce. Ces traces ne disent pas seulement qu'il est passé par là, elles révèlent déjà sa manière d'être au monde. Un animal qui remue la terre pour vivre, qui modifie profondément l'écosystème qu'il traverse. C'est par ces signatures visibles qu'on entre vraiment dans son univers. Pour comprendre le sanglier, il faut regarder son corps comme une machine parfaitement conçue pour une seule obsession: trouver des trucs dans le sol. Tout commence par le groin. Appelé boutoir, c'est l'outil suprême. Allongé, mobile, ultra sensible, renforcé par un os spécial, le prénasal, il est bien plus qu'un simple museau. C'est un détecteur de haute précision, doublé d'une pelle surpuissante. Le sanglier vit littéralement le nez au ras du sol. Il sent, trie, déterre, pousse, retourne. Là où d'autres grands mammifères se contentent de ce qui est visible, lui exploite ce qui est caché. Son odorat est phénoménal. Sa muqueuse olfactive très développée lui permet de détecter une truffe enfouie à près d'1 mètre de profondeur et de percevoir la présence de l'homme à très grande distance par vent favorable. Des capacités qui font de lui l'un des mammifères les plus dotés en termes olfactifs. Il lit littéralement le sol comme un livre ouvert. Son régime est omnivore, mais loin d'être brouillon. Il est opportuniste et stratégique. Il privilégie ce qui offre le maximum d'énergie pour le minimum d'effort. En forêt, ce sont souvent les glands, faînes, châtaignes ou racines. Dans les cultures, le maïs ou les céréales. Il consomme aussi des vers, larves, insectes, œufs d'oiseaux au sol, voire des oisillons éclos, petits rongeurs ou charognes. Mais globalement, la part animale reste faible, entre 5 et 10% en moyenne. Son alimentation est souvent monophasique, un repas dominé par une seule ressource qui peut représenter 60 à 85% de son bol alimentaire ce jour-là. Cette flexibilité explique en grande partie son succès planétaire. Il passe sans transition des fruits forestiers aux cultures intensives, des ressources souterraines aux opportunités animales.
Peu importe la saison ou le milieu, il transforme presque n'importe quel environnement en garde-manger exploitable. Son corps entier prolonge cette logique de recherche. Ses épaules massives portent la force de pousser. Son cou puissant transmet l'énergie au groin. Le sanglier va chercher sa nourriture là où presque personne d'autre ne va, sous la surface de la terre. Le sanglier donne souvent l'image d'une brute épaisse. En réalité, sa vie est beaucoup plus structurée qu'on ne l'imagine. Dans beaucoup de contextes européens, surtout là où la présence humaine est forte, le sanglier vit avant tout la nuit. Le jour, il tient le couvert, les fourrés, les ronciers, les boisements denses, les fonds humides, les replis tranquilles, les abords des habitations humaines parfois. La nuit, il sort vers les cultures, les prairies, les lisières, les zones de fruits forestiers, mais là encore, il reste souple. Dans les secteurs plus tranquilles, moins dérangés, il peut être plus crépusculaire, voire montrer davantage d'activité diurne. Son emploi du temps n'est donc pas rigide, il se règle en partie sur le risque. Sa vie sociale est elle aussi très lisible. Les laits vivent avec leurs jeunes dans des groupes appelés compagnies, souvent composés de femelles apparentées et de plusieurs classes d'âge. Les grands mâles, quant à eux, sont plus souvent solitaires en dehors du rut. Ça donne à l'espèce un fonctionnement très particulier. D'un côté, une continuité maternelle et collective, de l'autre, des trajectoires plus isolées chez les vieux mâles. Le sanglier n'est donc pas un animal purement grégaire, ni purement solitaire. Il alterne selon le sexe, l'âge et la saison. La reproduction dépend fortement de la condition corporelle et de la ressource. En Europe, le rut se concentre souvent entre la fin de l'automne et le cœur de l'hiver, fréquemment entre novembre et janvier, mais il reste variable. Comme à peu près tout chez le sanglier. Dans les années riches ou dans les régions très favorables, on peut observer des décalages, des rutes tardifs, voire des mises-bas étalées. La gestation dure un peu moins de 4 mois, autour de 115 à 120 jours, et les mises-bas surviennent souvent au printemps, mais là encore ça peut varier. Les portées tournent fréquemment autour de 4 à 6 marcassins, parfois davantage chez les femelles en bonne santé. Les petits naissent rayés et la laisse s'isole pour construire un nid de végétaux qu'on appelle chaudron, avant de revenir ensuite dans la vie collective. Chez le sanglier, la fécondité n'est jamais complètement séparée du paysage. C'est super important de le comprendre, ça. Les bonnes glandées, les femelles bien lourdes, les hivers moins durs et l'abondance alimentaire se retrouvent ensuite dans les effectifs. C'est ce qui rend l'espèce si particulière. Le sanglier ne se contente pas de vivre dans un milieu. Il lit en permanence ce que ce milieu lui permet. Son rythme, ses déplacements, sa visibilité, son succès reproducteur changent avec les conditions. Et c'est précisément cette souplesse qui le rend si difficile à enfermer dans une case. Le sanglier est un champion absolu de l'adaptation. Si le sanglier se porte aussi bien aujourd'hui, c'est pas à cause d'une seule et unique raison. C'est parce que plusieurs conditions favorables se combinent. D'abord la nourriture. Fruits forestiers, cultures agricoles, ressources souterraines, déchets humains, les opportunités sont multiples. Ensuite le couvert, puis l'eau, puis le climat, notamment là où les hivers rigoureux se font rares. À ça s'ajoute une très grande plasticité comportementale, vous avez compris. Le sanglier s'adapte vite, se déplace, modifie ses horaires, exploite les bonnes fenêtres et profite des paysages mixtes. Le sanglier ne prospère donc pas malgré le monde contemporain, il prospère grâce à lui. Ou plus précisément, grâce à la conjonction de transformations que nous avons produites sans forcément les avoir pensées ensemble. Des forêts qui s'étendent, des cultures à haute densité calorique plantées à portée de groin, des hivers qui reculent, des fructifications qui se font plus fréquentes. La remarquable augmentation des populations mondiales de sangliers au cours des 4 dernières décennies est principalement liée à son fort taux de reproduction, à la raréfaction des grands prédateurs, à la reforestation, au changement climatique et à la relative diminution de la pression cynégétique. De la chasse, quoi. Ce qui rend ce système particulièrement robuste, c'est que ces facteurs ne s'additionnent pas simplement. Il s'amplifie. Une bonne glandée, alors vous pouvez appeler ça fructification forestière si vous voulez, mais avouez c'est quand même moins rigolo. Une bonne glandée donc donne des femelles plus lourdes, qui se reproduisent plus tôt, donc qui ont des portées plus grandes, dont les jeunes survivent mieux parce que l'hiver est moins rude. Chaque maillon renforce le suivant, et c'est précisément pour ça que les tendances de population observées depuis 50 ans ne ressemblent pas à une hausse linéaire, elles ressemblent à une accélération. Et la chasse dans tout ça, eh bien elle a évidemment sa place, c'est même la première cause de mortalité du sanglier dans la grande majorité des régions européennes. En France, certaines populations ont plus de 40% de chances d'être prélevées dans une saison. Alors ça compte. Sauf que comme on vient de le voir, la biologie du sanglier répond à la pression. Je sais pas moi, ceux qui, face à l'expansion du sanglier, réclament l'interdiction de la chasse ou même sa marginalisation, ont mal lu le dossier. Supprimer la seule pression de mortalité significative sur l'espèce sans toucher aux causes profondes, c'est pas une solution, c'est une aggravation annoncée. Sans régulation, alors humaine ou pas, encore une fois, une population de sangliers double tous les ans.
On ne règle donc pas un système en retirant sa seule soupape. Le paysage européen n'a pas toujours été celui que nous connaissons aujourd'hui. Au début du XXe siècle, le sanglier est souvent rare dans une grande partie de l'Europe. Dans plusieurs régions, les populations sont très faibles, dans d'autres, elles ont disparu localement. Alors l'espèce n'est pas au bord d'une extinction continentale totale, mais elle traverse une phase de bas niveau historique, morcelée, inégale et fragile. Elle subsiste dans certains grands bastions, notamment dans le sud et l'est du continent, pendant qu'ailleurs elle recule fortement sous l'effet combiné de la pression humaine, des transformations des milieux et des grands bouleversements historiques. Alors dans ce contexte de rareté, il faut ouvrir une parenthèse. Oui, dans certaines régions, dans les années 70-80, des chasseurs et des gestionnaires ont bien procédé à des lâchers de sangliers pour réinstaller localement l'espèce. Oui, ces pratiques ont bien existé, voilà, ça c'est dit. Mais elles interviennent dans une Europe où le sanglier est alors quasi inexistant. Et elles ne suffisent pas à expliquer pourquoi aujourd'hui en Chine, on paye les camarades citoyens pour abattre des sangliers. On entend aussi parfois que l'explosion des populations sera en partie le fait de croisements délibérés entre sangliers et porcs domestiques pratiqués pour produire des animaux plus prolifiques. Ça, normalement, vous l'avez croisé quelque part. Oui, cette affirmation circule et elle ne repose sur aucune donnée scientifique sérieuse. Absolument aucune, hein. Il s'agit là d'élucubrations anti-chasse qui ont été tellement rabâchées qu'elles sont entrées dans l'inconscient collectif. Alors allez-y chercher de votre côté, hein. Ma section commentaire est la vôtre. En revanche, ce qui existe bien, c'est l'introgression génétique spontanée, c'est-à-dire le mélange entre sanglier sauvage et porcs domestiques échappés d'élevage. Ce brassage existe bel et bien et est observé dans certaines populations. Mais les études disponibles n'ont pas établi de lien entre cette introgression et une augmentation du taux de reproduction. Là encore, vous pouvez chercher. Ce qui est établi, quantifié et publié, c'est autre chose. Le rôle du climat et de la richesse du milieu, on l'a vu dans la section précédente. Ces liens de causalité sont établis et robustes. L'expansion du sanglier s'explique par eux, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer autre chose. Oui, je sais, c'est moins pratique quand on veut faire de la propagande, mais que voulez-vous, le réel est têtu. Mais revenons à nos cochons. Après la Seconde Guerre mondiale, et plus nettement encore à partir des années 60 et 70, le sanglier recommence à gagner du terrain. Les effectifs remontent timidement, les noyaux survivants renforcent leur présence, des régions où l'animal était rare le revoient s'installer ou se renforcer. Et depuis les années 90, cette dynamique s'accélère encore. En quelques décennies, le sanglier est passé dans une grande partie de l'Europe d'un statut d'animal rare, localement disparu ou discret, à celui d'animal en expansion, puis d'animal de conflit. Le sanglier n'est pas seulement un animal bien adapté. Il est dans une grande partie du monde un animal dont la réussite déborde. Ça se traduit par des dégâts agricoles, des prairies retournées, des cultures attaquées, des collisions routières, des difficultés de gestion et parfois des enjeux sanitaires lourds. Les problèmes liés à Sus scrofa sont mondiaux, en effet. De l'Amérique du Sud à l'Asie du Sud-Est, en passant par Israël et le Maghreb, les impacts sont majeurs. Le moteur de fond reste le même partout, un grand omnivore fouisseur, très plastique, très efficace, parfaitement capable de profiter des paysages modifiés par l'homme. Et partout où il trouve du couvert, de l'énergie et une pression insuffisante pour le contenir, il tend à devenir un animal de conflit. En France, les dégâts agricoles dus au grand gibier représentent environ 90 millions d'euros par an, et le sanglier en concentre à lui seul près de 90%. Concrètement, il retourne les parcelles pour chercher de la nourriture, surtout dans les sols souples ou humides. Il arrache des racines, soulève les semis, éventre les prairies et déstructure les cultures en place. À cela s'ajoute le piétinement qui couche ou casse les plantes et la consommation directe, notamment sur les cultures attractives comme le maïs. Le résultat, c'est pas seulement une perte de récolte. Ce sont aussi des parcelles dégradées, des repousses compromises et parfois des semis à refaire. Mais au-delà des dégâts agricoles et des conflits de voisinage, le sanglier peut aussi peser sur la biodiversité. Le premier niveau, évidemment, c'est le sol. Par son fouissage, il retourne la couche superficielle, bouleverse les tapis herbacés, déplace les graines, modifie localement la germination et perturbe la régénération forestière. Alors à faible intensité, ce brassage peut parfois créer de l'hétérogénéité, mais à forte densité, et surtout lorsqu'il se répète sur les mêmes secteurs, il devient une pression écologique durable. Les synthèses sur son impact montrent que cette perturbation peut modifier la composition végétale, freiner certains stades de régénération et appauvrir localement des milieux déjà sensibles. Le deuxième niveau, c'est la faune qui vit ou se reproduit au sol. Le sanglier n'est pas seulement un fouisseur, c'est aussi un omnivore.
Les revues littéraires mentionnent explicitement la consommation ou la destruction d'œufs, de nichés au sol, de jeunes amphibiens, de reptiles, d'invertébrés et de petits vertébrés, soit par prédation directe, soit par dérangement et piétinement. Ce sont précisément les espèces les moins visibles, les plus basses sur le terrain, les plus immobiles ou les plus dépendantes des micro-habitats fragiles qui se retrouvent les plus exposés. D'ailleurs, chez moi en Camargue, il existe un vrai sujet de préservation de l'outarde canne-petière. Les associations de protection de la nature ont compris que pour sauver l'oiseau, il fallait réguler le sanglier et le tenir éloigné des lieux de nidification. Bon, au niveau local, vous les entendrez pas dire ça au niveau national, faut pas déconner. Troisième point, les effets peuvent devenir particulièrement sévères dans les zones humides, les clairières forestières, les milieux insulaires ou les habitats relictuels. Les synthèses globales sur les sangliers montrent que leur impact touche un grand nombre d'espèces menacées à travers le monde. Justement parce que ces animaux combinent puissance de fouissage, omnivorie et densité élevée. Dans ces contextes, le problème n'est plus seulement celui d'un animal natif qui remue le sol. C'est celui d'un perturbateur écologique capable de modifier un habitat entier et de faire pression sur plusieurs niveaux de biodiversité en même temps. Il faut donc éviter deux erreurs symétriques. La première serait de dire que le sanglier détruit la biodiversité partout et toujours. La seconde serait de dire que parce qu'il est natif en Europe, il ne peut pas en perturber les équilibres. La réalité est plus nuancée, comme d'hab. À densité modérée, ces effets peuvent rester localisés ou ambivalents. À forte densité, ils deviennent un danger pour la végétation, la régénération forestière, les espèces qui vivent au sol et certains habitats sensibles. Il y a quelque chose de presque irréel la première fois qu'on voit la vidéo. Une compagnie d'une dizaine de sangliers qui remontent tranquillement une grande artère de Rome, en plein jour, sous les yeux d'automobilistes à peine surpris. C'est devenu dans plusieurs grandes villes européennes une réalité ordinaire. Alors le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est accéléré. À Barcelone, la police reçoit plus de 1000 appels par an liés aux intrusions de sangliers. À Berlin, la municipalité a embauché des chasseurs de ville pour traquer les quelques 3000 sangliers rôdant dans le Tiergarten. À Rome, la situation a pris une dimension carrément politique. La maire de la ville a déposé plainte contre la région du Latium pour incapacité à gérer les populations. Barcelone, Madrid, Berlin, Budapest, Cracovie, Genève, Rome, Montpellier. Dans toutes ces métropoles, le sanglier profite désormais des espaces végétalisés non bâtis pour s'alimenter, se reposer et parfois se reproduire. La logique est exactement celle qu'on a vue à l'œuvre dans les paysages ruraux poussés à son extrême. La ville offre du couvert, parcs, friches, talus ferroviaires, berges et de la nourriture en abondance. Poubelles mal fermées, jardins, restes alimentaires, la gamelle du chat. Elle offre aussi paradoxalement une certaine tranquillité. Là où la pression de chasse est nulle, le sanglier a tendance à s'installer. Il n'est pas complètement con. Les conséquences sont multiples. Les dégâts matériels d'abord, jardins retournés, pelouses labourées, infrastructures endommagées. Les accidents ensuite, collisions, chutes, confrontations directes avec les animaux qui ont perdu leur crainte naturelle de l'homme. Et le risque sanitaire, plus diffus mais réel. Alors la gestion de ce nouveau sanglier urbain ne ressemble à aucune gestion cynégétique traditionnelle évidemment. Elle mobilise vétérinaires, gestionnaires de la faune, services municipaux et parfois des chasseurs intervenant de manière très encadrée. Oui, on ne fait pas des battues à la 300 dans le centre-ville. Elle porte aussi des questions de fond sur ce que nous voulons faire de la frontière entre ville et nature. Une frontière que le sanglier, avec sa logique implacable de fouisseur opportuniste, continue de franchir sans se soucier de nos atermoiements. Le sanglier accompagne les sociétés humaines depuis très longtemps. Bien avant l'élevage, bien avant le porc domestique, il appartient déjà au monde humain comme gibier. Les premières preuves prennent la forme d'ossements retrouvés sur des sites préhistoriques, parfois associés à des traces de découpe, de fracturation ou de consommation. Des sites préhistoriques européens, notamment à Terra Amata, près de Nice, montrent que des hominidés anciens chassaient déjà les suidés sauvages il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Bien avant de devenir l'ancêtre du porc domestique, le sanglier appartient déjà au gibier préhistorique. Il appartient à ce vieux compagnonnage entre les hommes et les grands mammifères terrestres. Son histoire se mêle ensuite à celle du porc domestique, mais là encore, les choses sont pas simples. Les données archéologiques et génétiques pointent vers au moins 2 centres indépendants principaux. Le Proche-Orient, région de l'Anatolie et du bassin du Tigre-Euphrate il y a environ 9000 à 10 000 ans, et la Chine selon un processus parallèle et probablement indépendant à une époque similaire. Par la suite, les porcs domestiques venus du Proche-Orient se sont répandus en Europe avec les premiers agriculteurs, où ils se sont largement croisés avec les sangliers locaux. La frontière entre le sauvage et le domestique est donc longtemps restée poreuse. L'histoire du porc n'est donc pas celle d'une rupture nette avec le sanglier, mais celle d'un long voisinage, fait de capture, de sélection, de déplacement, de mélange et de retour. Il n'est pas un animal venu de l'extérieur, il appartient depuis des millénaires au monde que les hommes cultivent, chassent, traversent et racontent. Comme gibier, comme viande, comme figure de force, comme présence redoutée ou admirée, comme animal profondément inscrit dans les usages des pratiques rurales et l'imaginaire européen.
La chasse a donc ici toute sa place, naturellement, comme une composante normale de l'histoire de l'espèce en Europe. Cette dimension synégétique appartient pleinement à son récit. Cette proximité millénaire avec l'homme a forgé au sanglier une place unique dans l'imaginaire européen. Il n'incarne ni la grâce du cerf, ni la légèreté du renard. Non, c'est une bête de puissance brute, de masse compacte, de charge irrésistible et de courage terrestre. Un concentré de force sauvage, parfois de violence, toujours de résistance. On ne l'a pas seulement traqué et mangé, on l'a élevé au rang de symbole. Symbole d'épreuve initiatique, de bravoure face au chaos, de vigueur indomptable. Dans les traditions celtiques et gauloises, le sanglier est sacré, presque divin. Il représente la force guerrière, le courage et l'invincibilité. La déesse Arduina, divinité tutélaire des Ardennes et protectrice de la forêt, est traditionnellement représentée montée sur un sanglier, symbole d'harmonie avec la puissance indomptée de la nature. Elle fut assimilée à la déesse romaine Diane lors de la romanisation. Des guerriers gaulois ornaient leurs équipements de symboles de sangliers, attestés archéologiquement depuis l'époque de Hallstatt. Chez les Grecs, il devient monstre vengeur, le sanglier de Calydon, envoyé par Artémis pour ravager les terres. Ne tombe qu'après une chasse épique où Atalante, femme héroïque, le blesse la première. Le sanglier d'Érimante, capturé vivant par Héraclès lors de son 4e travail, lui incarne la sauvagerie que seul un demi-dieu peut dompter. Dans le nord, Gullinbursti, le sanglier aux soies d'or du dieu frère, illumine la nuit et tire son char comme un talisman d'abondance et de protection. Sa sœur Freya chevauche Hildisvini, le sanglier de bataille lors des combats. Au Moyen-Âge, la chasse à pied du sanglier devient un rite de virilité suprême pour la noblesse. Affronter la bête noire à la dague ou à l'épieu, sans cheval, c'est éprouver son courage face à la mort. En héraldique, le sanglier figure sur les blasons. Richard III d'Angleterre en fit même son emblème personnel, le white boar, symbole de férocité royale. On l'a chargé de toutes les valeurs, fertilité, combat loyal, passage vers l'au-delà, chaos à dompter. On en a fait une figure de légende, une épreuve, un miroir de nos peurs et de notre bravoure. Pourtant, quand on revient du symbole au vivant, le sanglier réel se révèle encore plus fascinant que sa légende. Il ne doit pas sa longévité planétaire à son prestige mythique, mais à une efficacité redoutable, presque machiavélique. Ce n'est pas le mythe qui le maintient dans nos paysages, c'est sa capacité à lire le sol, à exploiter la moindre ressource, à coloniser les interfaces entre forêts, champs et villes, et à répondre en quelques générations à des conditions favorables que nous avons nous-mêmes créées. Hiver plus doux, forêt qui s'étend, et cultures abondantes. Alors le sanglier imaginaire impressionne par sa charge furieuse et ses grès luisants. Le sanglier réel, lui, il laboure la terre comme un ingénieur des écosystèmes. Il disperse des graines et des spores de champignons sur des kilomètres, crée des micro-habitats qui profitent à des dizaines d'autres espèces. Ou alors, il bousille tout quand sa population déborde. Malin, nocturne, doté d'une mémoire et d'une intelligence redoutables, il s'adapte en temps réel à nos routes, nos clôtures, nos villes. Il ne fuit pas, il calcule, il profite, il prospère. C'est peut-être pour ça qu'il résiste si bien à toutes les simplifications. On ne peut pas en faire un symbole de force noble, une bête noire diabolique, un gibier prestigieux, ni même une figure de sauvagerie primitive, ou même un ravageur des temps modernes. Aucune de ces images ne suffit. Parce que le sanglier, c'est pas seulement ce que nous projetons sur lui. C'est un mammifère extraordinairement bien construit pour tirer parti du monde, y compris du nôtre. Et c'est précisément là, dans cette alliance secrète entre son efficacité biologique et notre monde transformé, que son histoire devient irrésistible. Quand on revient au paysage, à la prairie retournée, à la souille, à la lisière labourée, on comprend mieux ce qu'on a sous les yeux. C'est la signature d'un animal qui prend appui, un animal qui trouve, un animal qui transforme. La vieille lignée des suidés. Le corps fouisseur, la vie nocturne, les paysages en mosaïque, l'ancienneté du lien avec l'homme, la domestication du porc, la chasse, l'imaginaire, tout ça raconte le même animal, vu sous des angles différents. Et partout où nos paysages lui offrent du couvert, de l'énergie et de l'espace, il ne se contente plus d'être présent. Il prend sa place. Voilà, merci d'être allé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour vos très nombreux messages de soutien qui m'encouragent à continuer sur cette voie. Alors vous inquiétez pas, je saurai aussi revenir au débunkage quand un gros dossier viendra secouer l'actualité. Je vais alterner et m'adapter, comme un sanglier. Voilà, abonnez-vous, soyez sympa et vérifiez que vous l'êtes toujours. YouTube a la fâcheuse tendance à désabonner des gens qui n'ont rien demandé du tout. Je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.